Je l'ai viré, j'ai engagé l'agent que j'ai maintenant, et j'avais une liste mais de contrats qui sont de ligue, que le dernier agent me disait non, c'est pas possible que tu aies joué dans ces championnats-là. J'ai joué contre North Carolina, tu vois. Oui, là, North Carolina, l'université de Jordan. Et moi, je suis un gars de Genève, tu vois. Certains se seraient contentés d'être des légendes en Suisse. Moi, je vais me donner une chance d'être une légende dans le basket tout court. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Process House. Aujourd'hui, j'accueille notre premier invité qui est d'autre que Michel Ofik Nzeghi, un joueur professionnel de l'équipe suisse de basketball. Michel, bienvenue. Merci de me recevoir ici dans vos nouveaux studios. Ça fait plaisir d'être ici. Le plaisir est pour nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc on est là pour parler du sujet qui est la place de la Suisse dans le basketball international. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour notre audience qui ne te connaît peut-être pas? Ouais, bien sûr. Alors moi, comme tu l'as dit, Michel Ofik Nzeghi, j'ai 30 ans, je suis un international suisse, donc membre de l'équipe nationale suisse de basket senior. Je fais partie de l'équipe nationale depuis 2017 maintenant. Je compte à mon actif 32 sélections en équipe nationale. Je suis professionnel depuis l'année 2017. J'ai fait mes classes aux États-Unis en première division universitaire, aussi communément connu sous le nom de NCAA. Et moi, je suis juste un basketteur qui a une grande volonté de vouloir grimper les échelons, d'être un grand joueur et de représenter la Suisse au plus haut niveau international. Ouais, bah, ton CV, tu as un CV bien chargé. Tu es passé aux États-Unis, tu es passé aussi dans plusieurs clubs en Europe. Ma première question, ça va être de... Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est pour toi le haut niveau? Pour moi, le haut niveau, c'est simplement le basket professionnel, mais dans de grandes ligues. Mondialement, les gens qui ne connaissent peut-être pas forcément le basket, quand ils pensent à basket de haut niveau, c'est la NBA qui vient en tête directement. Ce qui est très juste, c'est la meilleure ligue de basket au monde. Mais en dehors de la NBA, il y a aussi un autre monde de basket qui est très très élevé. Les ligues européennes, certaines personnes ont peut-être déjà entendu l'Euroleague, mais l'Euroleague, si tu veux, c'est un format qui est un peu comme la Ligue des champions au foot. Donc c'est les meilleures équipes de plusieurs pays différents en Europe qui s'affrontent en compétition. Maintenant, en Europe, on compte 4 compétitions européennes de ce format-là. L'Euroleague, qui est jusqu'à aujourd'hui la meilleure. La Champions League, maintenant, qui est en train de dépasser la prochaine que je vais nommer, qui est l'Eurocup. Et ensuite, il y a la FIBA Europe Cup. Ok. Donc pour moi, le haut niveau, ça se limiterait à ces 5 catégories-là. La NBA, l'Euroleague, la Champions League, l'Eurocup et la FIBA Europe Cup. Ah, c'est vrai que quand on parle de basket et de haut niveau, on s'arrête directement à la NBA qui a tendance à éclipser en fait tout le reste. Mais comme tu nous dis, il y a des hautes divisions qu'on trouve dans le reste du monde, principalement en Europe. Et c'est facile de les oublier. Ouais, c'est facile de les oublier parce qu'ils n'ont pas la même, elles n'ont pas la même médiatisation que la NBA. La NBA est devenue un produit global en 92 quand la Dream Team a joué aux Jeux Olympiques. Je pense que la plupart des auditeurs qui connaissent ou connaissent pas le basket ont déjà entendu parler de la Dream Team, équipe qui était constituée de Michael Jordan, Magic Johnson. Première fois que les États-Unis étaient autorisés à avoir des joueurs NBA Des joueurs professionnels dans que leur des équipe joueurs olympique. universitaires. Et ça a ouvert au monde les portes de la NBA. C'est devenu une ligue globale. C'est pour ça que maintenant tout le monde ne connaît que la NBA. Tu n'as pas besoin d'être un connaisseur de basket, tu sais ce que la NBA est. Et petit à petit, les ligues européennes aussi ont fait leur chemin et essayent de se donner une image médiatique un peu plus grande. On voit que l'Euroleague et surtout la Basketball Champions League font d'énormes efforts pour vendre un produit plus attrayant pour les fans de basket. Et le basket européen qui nous donne est de très très grande qualité. Il y a même des joueurs américains qui sont soit proches de faire la NBA, mais qui n'ont pas été conservés par des équipes NBA, peut-être par question surnuméraire, joueurs en trop, ou vraiment le roster NBA qui voulait plutôt miser sur la jeunesse. Et ces joueurs-là sont des joueurs vétérans qui reviennent jouer en Europe et qui sont des monstres sur le terrain de basket. Qui casse tout ici. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, je pense que les gens, surtout les plus jeunes, ils sont exposés à ce basket-là et ils se disent, ok, il y a la NBA qui est la meilleure ligue de basket du monde, mais si la NBA, ça ne marche pas, en tout cas du premier coup, ce que je vois aussi en Euroleague, ce que je vois certains joueurs faire en Euroleague ou en Champions League, ça me plaît aussi, c'est du très haut niveau. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans un des articles que j'ai lu, que tu as donné, qui a été écrit sur toi à la Tribune de Genève, tu dis que
certains se contentent d'être des légendes en Suisse. Moi, je veux être une légende tout court. C'était à peu près les mots que tu as utilisés. Ouais. Quand on entend ça, la phrase est très claire. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire d'un côté que pour devenir connu à l'international, pour devenir un basketteur qui reste, qui marque les esprits, être en Suisse et être excellent en Suisse, ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas. Et encore, je l'ai déjà répété dans d'autres interviews. Je crois que la phrase correcte dans l'interview avec la Tribune de Genève, c'était avec Jérémy Santalo, qui est, je pense, le meilleur journaliste basket aujourd'hui. Il couvre pour le Matin et la Tribune de Genève. C'était certains se seraient contentés d'être des légendes en Suisse. Moi, je vais me donner une chance d'être une légende dans le basket tout court. Maintenant, pas pour cracher sur la Ligue suisse, parce que comme dans tout, les carrières, c'est une question de choix, de décision. La vie, tout court, est une question de choix et de décision. Moi, dès le plus jeune âge, donc depuis l'âge de 13 ans, mon choix était vite fait, c'était de devenir un grand basketteur. Et je sais que pour devenir un grand basketteur, à l'époque, il n'y avait qu'un seul endroit où il fallait aller pour avoir ce statut-là, c'était la NBA. Au jour d'aujourd'hui, en Europe, c'est possible également d'avoir ce statut de joueur accompli, de joueur qui a fait une grande carrière. Maintenant, c'est pas pour dénigrer la Ligue de basket suisse, parce qu'en Suisse, ça je le dis et je leur dis, on a de très grands joueurs. Et je vais laisser les joueurs américains qui viennent jouer en Suisse. Moi, je vais me concentrer sur mes confrères helvétiques. Moi, je le dis, encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai certains de mes coéquipiers qui sont en équipe nationale suisse, mais qui sont des talents incroyables et qui, pour moi... Tu penses à qui, par exemple? Bah là, franchement, le premier qui vient en tête, c'est Selim Fofana. Je suis content qu'il soit maintenant à l'étranger. L'année dernière, il avait été élu meilleur joueur suisse de la Ligue de basket suisse. Et là, cette année, il est en ABA 2, qui est une des meilleures deuxième divisions européennes. Et il est en train de punir les gens là-bas, tu vois. Je vois son éclosion. Maintenant, il a énorme confiance en lui. Il a un très beau jeu. Moi, je ne serais pas étonné de voir Selim grimper encore un échelon l'année prochaine et monter en puissance. Mais il y a d'autres joueurs ici dans la Ligue suisse. Moi, je pense à la plupart de mes coéquipiers qui jouent à Fribourg Olympique. Ouais. Bon, ils ont le privilège de jouer une Coupe d'Europe. Ils jouent la FIBA Europe Cup, qui est un des 4 niveaux que je t'ai cité auparavant, tu vois. Et pour moi, c'est cette équipe de Fribourg Olympique. Il y a certains de mes coéquipiers qui ont le talent pour évoluer dans d'autres ligues. Certains l'ont fait, hein, mais mon coéquipier Jonathan Kazadi, lui, il a déjà joué en Pro A en France. Nathan Jurkovic, qui a un énorme talent, il a fait la première division israélienne, tu vois. Donc, c'est des gars qui ont déjà ces opportunités. Mais moi, j'aimerais que tous mes confrères helvétiques disent on part de la Suisse, mais on le fait justement pour que la Suisse devienne reconnue, pour que les gens se disent d'où viennent ces joueurs, des joueurs suisses. On ne savait pas qu'en Suisse, il y avait des joueurs qui pouvaient jouer à un tel niveau. On va aller voir si on a d'autres qu'on peut repêcher. Ouais. Donc moi, c'est dans ce sens-là surtout que je dis ça. Mais moi, je sais ce que je veux. Certaines personnes le prennent comme de l'arrogance. Mais une chose qui est bien, c'est que tous mes coéquipiers d'équipe nationale, comme ils me connaissent, ils connaissent mon éthique de travail, ils le voient au jour le jour, ils savent très bien ce que je veux dire par ça. Et ils savent à quel point j'ai la dalle, j'ai cette envie de monter au plus haut niveau pour justement donner aussi une bonne image à notre petite Suisse. Ouais. Tu parles des autres joueurs qui, hormis les Américains qui sont déjà là, ont un excellent niveau. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'il suffit de regarder la Ligue, la SBL, donc la Ligue A, la première division suisse. Tu as de gros talents qui ont joué là. Mais quand tu t'intéresses justement à ces joueurs, tu remarques que la plupart, en tout cas la majorité, à un moment donné de leur histoire, ils sont partis. Ils se sont expatriés dans des pays, surtout en Amérique, parce que c'est un peu la terre sainte du basket, tu vois, pour évoluer et pour se donner une meilleure chance d'avoir une meilleure carrière par le passé. Mais je trouve que c'est un peu significatif de quelque chose en Suisse qui t'empêche, en fait, si tu évolues uniquement là, d'avoir une carrière qui est correcte ou voire plus que correcte, ce qui est bien ou plus encore. Toi-même, tu es parti aux États-Unis étant jeune. Du coup, toi-même, tu es allé aux États-Unis. En 2010, tu es arrivé là-bas. Tu étais en high school. Et puis, tu as évolué jusqu'à 2017. D'ailleurs, tu as failli rejoindre le club très fermé des basketteurs suisses qui ont pu intégrer la NBA parce que tu as participé à la draft. Malheureusement, tu n'as pas été pris. Et à partir de là, tu es revenu jouer en Europe. Mais qu'est-ce que tu penses de justement ce fait qui est que pour avoir une bonne carrière, tu es obligé de t'expatrier de la Suisse pour ensuite revenir? Moi, je pense que ça revient surtout
à la structure de développement qu'il y a en Suisse. Moi, depuis que je suis jeune, euh, les, les coachs dans les clubs, de manière générale, hein, ne mettent pas forcément l'intérêt, la vision, les objectifs des joueurs en avant. C'est plus sur le « je veux gagner, je veux que mon statut de coach soit reconnu, je suis un entraîneur de jeunesse qui gagne », alors que pourtant, ça ne leur amène pas grand-chose. S'ils se focalisaient sur le meilleur développement des jeunes joueurs, s'assurer que ces joueurs-là travaillent leurs fondamentaux de la bonne manière, maximisent leur potentiel pour ensuite pouvoir partir et être des gros talents à l'international, là, ça ferait quelque chose de bien pour eux. Ils seraient reconnus comme des coachs qui aident les joueurs à partir. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que tu avais des joueurs comme moi-même, et des joueurs avant moi et après moi, qui ont reconnu le fait que la seule manière pour nous de nous donner une chance de réussir dans le basket, de devenir professionnel, c'est soit intégrer un centre de formation français ou étranger, comme Clint l'a fait en partant à Chalon-sur-Saône, ou de partir aux États-Unis comme moi-même, ou mes coéquipiers équipe nationale suisse, et qui sont maintenant au Lyon de Genève, Noah Nabir, Clayton Lesan, l'ont fait également, en partant aux États-Unis. Dans les deux cas, c'est des risques, mais c'est des risques qui s'avèrent payants, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si moi, Clayton et Noé, si on n'était pas partis aux US, je ne sais pas si aujourd'hui on aurait pu se donner la chance, tu vois, se donner l'opportunité d'être professionnel. Ouais, d'ailleurs, c'était une question que j'avais pour toi. C'était est-ce que tu penses que ta carrière aurait été la même si tu étais resté en Suisse depuis le début? Non, jamais, jamais. Moi, je t'explique un truc. Quand j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans, je l'ai vraiment fait parce que tous mes camarades de classe en fait le faisaient. Il y a UGS, qui est Urania Jeunesse Sport, qui est plus connu à Genève pour le foot que pour le basket, qui s'est intégré à mon école primaire. Le foot est le sport roi et le basket n'était pas aussi, on va dire, médiatisé en Suisse. Ouais. Peut-être que dans le reste de l'Europe il l'était, mais en Suisse, il n'y avait pas trop de lumière sur le basket comme ça. Donc je décide de demander à ma mère si je peux participer. Elle me dit oui. Chose improbable, honnêtement, mais moi je dis c'est intervention divine, je remets vraiment ça entre les mains de Dieu. Et de mes 7 à mes 13 ans, donc je joue au basket avec mes coéquipiers, enfin avec mes camarades de classe. Mais durant cette période de temps, c'était pas, je jouais pas au basket en fait par passion. C'était vraiment plus par centre d'intérêt commun en fait avec mes camarades, pour faire quelque chose qui me faisait sortir de la maison, d'être avec eux. Mais à l'âge de 13 ans, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais ce qui s'est passé maintenant. Moi, je le dis toujours, intervention divine. Il y a eu le déclic et j'ai commencé à dire à tout le monde, non, moi, c'est vraiment ce que je veux faire. Moi, je vais pas juste être professionnel. Moi, je veux jouer à la NBA. Donc, je te laisse imaginer un gosse de 13 ans qui a pris 1m80 à l'époque, qui était long, pas coordonné, qui était vraiment pas bon, honnêtement, et qui dit à tout le monde, je vais jouer en NBA. Rire, moquerie, les gens disent, ouais, mais il est fou celui-ci, tu vois. Et le temps avance et avant mes 18 ans, j'intègre l'équipe nationale suisse des moins de 18 ans et je fais un championnat d'Europe, tu vois. Donc là, déjà, il y avait un peu moins de moquerie, tu vois. Ouais. Pour moi, dans ma tête, en tout cas, ça se concrétisait. Et je leur avais montré quelque chose. Ouais, j'avais déjà montré quelque chose, mais c'est fou parce que déjà, à un jeune âge, j'avais cette mentalité que j'incarne aujourd'hui, tu vois, d'être relentless. Si tu regardes mes réseaux sociaux, je mets beaucoup ce mot hashtag. La traduction littéraire en français, c'est sans relâche, mais c'est parce que je le suis vraiment. Et j'ai jamais prêté attention, j'ai jamais laissé les dires d'autrui, les moqueries d'autrui ou l'opinion d'autrui vraiment me dérouter de ce que je voulais faire, tu vois. Donc je pars aux États-Unis et là-bas aussi, il déclic, parce qu'après ma deuxième saison de high school, je commence à être recruté par énormément d'universités en division 1, de très haut niveau, et je me dis, mais attends, c'est possible en fait, il y a peut-être moyen que j'atteigne mon objectif. Ouais. Et là, j'ai développé une vision, comme on dit en anglais, une tunnel vision qui était juste incroyable, que j'ai encore jusqu'à maintenant, tu vois. Donc en fait, c'est quand tu es parti aux États-Unis vraiment que le déclic qui s'est fait au niveau de ta carrière, tu savais que ça allait être là-bas que tu pourrais te rapprocher de ton objectif et pas en Suisse. Ouais, non, une fois que j'étais là-bas, c'était sûr. Dès que j'ai eu ma première lettre de recrutement, tu vois, d'une université américaine, parce que c'est pour les gens qui ne le savent pas, les universités en fait viennent voir les matchs de high school. Ouais. Les coachs universitaires parlent avec nos entraîneurs de high school et ensuite ils entrent en contact avec nous. Par cela, ils nous envoient ensuite des lettres avec un flyers qui montre un peu comment se déroule l'université, les photos de l'université, etc. pour te donner un peu une envie de venir voir l'université, visiter l'université et potentiellement adhérer à venir jouer pour cette université-là. Donc ça a commencé comme ça. Et moi, quand j'ai vu que je me faisais recruter, alors que quelques années avant,
Même un an auparavant, quand je demandais conseil à certaines personnes qui étaient déjà allées jouer aux États-Unis, s'ils pensaient que je pouvais jouer en Division 1 et qu'on m'avait dit non, pour le moment pas vraiment, ou toi peut-être Division 2, et là j'ai des Division 1 de très haut calibre qui commencent à me recruter, des clics dans la tête. Et là vraiment je m'en foutais déjà de ce que les gens pensaient, mais là c'était un autre niveau. J'en ai vraiment, mais excuse mon langage, je n'ai plus rien à foutre de la vie des gens, tu vois. Ouais. Donc là, on voit que tu étais aux États-Unis, comme je l'ai dit avant, enfin, du coup, tu as joué en D1, ce qui est le plus haut niveau de cette ligue, la NCAA, et tu étais à ça d'être drafté, tu vois. Et après, tu es revenu jouer en Europe, tu as fait pas mal de clubs, tu es allé en Espagne, tu es allé en France, tu es allé en Slovaquie, tu es allé en Angleterre. Moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi la différence entre les ligues étrangères et NCAA incluse par rapport à la Ligue suisse? Ok. Alors moi, je vais dire très vite la NCAA, donc la D1, surtout la conférence dans laquelle j'ai joué, parce qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux en Division 1. Tu as ce qui est considéré High Major, donc qui sont les conférences très élevées. C'est celles où vous allez voir vos joueurs préférés de NBA se faire drafter. Ensuite, il y a Mid Major, qui est le niveau plutôt moyen. C'est plus en relation aussi avec la taille de l'école et le budget de l'école. Donc là, le niveau de jeu également sera un peu moins élevé, mais il y a toujours des 2-3 joueurs qui sont des pépites. Ja Morant, Steph Curry, Damian Lillard, c'est des gars qui viennent de mid-major, tu vois. Et ensuite, tu as low-major qui sont vraiment des petites divisions 1 parce que l'école n'a pas un gros budget et il n'y a pas une forte concentration d'étudiants. Si tu veux, moi, mon université, c'était high-major, 30 000 étudiants. Chaque match retransmis sur la télévision nationale américaine. Et on jouait contre des universités, mais qui est de renommée internationale, tu vois. Je jouais contre... Il y avait UConn qui est dans ma conférence. Pour les gens qui ne savent pas, UConn, l'université de Connecticut, c'est l'université qui a produit Ray Allen, Ben Gordon, Andre Drummond, Caron Butler. Bref, ils ont une pléthore de joueurs NBA. J'ai joué contre North Carolina, tu vois. Oui, là, North Carolina, l'université de Jordan. Et moi, je suis un gars de Genève, tu vois. Le jour où j'ai joué contre North Carolina, je suis là, wow. Enfin, c'est là, tu vois. Mais la différence, c'est que la NCAA, pour moi, c'était déjà pro. La D1 High Level, c'était déjà la NBA. Chaque match, tu voyais sur le côté, ils étaient là avec leur polo. C'était les scouts NBA, donc les recruteurs NBA qui venaient pour prendre des notes sur les joueurs qui jouaient. À chaque match, tu vois. Donc pour moi, ce que j'essaie de dire aux gens, en fait, c'était pas... Ils disent que c'est une ligue amateur, la NCAA, parce qu'à l'époque, les joueurs ne pouvaient pas se faire de profit sur leur image. Aujourd'hui, ça a changé. Mais pour moi, c'était pas amateur. Non, moi, chaque match, c'était un match professionnel, tu vois. Chaque match, c'était un match de très haut niveau. Et la médiatisation, l'argent qui rentre, ça fait toute la différence, tu vois. Le plus tu as de médiatisation, le plus tu as un produit qui peut aider. Toi, c'est ça la différence? Ouais, moi, c'est ça la différence. La médiatisation la médiatisation, tu vois, regarde, le plus tu as un produit qui est élevé, le plus tu as de l'argent qui rentre, tu vois, le plus tu peux donner des infrastructures qui sont élevées, et le plus tu auras de chances de recruter des joueurs de haut niveau, tu vois. Même si on appelle ça des prospects, donc amateurs, mais ce sont quand même des futurs joueurs professionnels. Donc moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. Si le problème en Suisse, c'est que l'infrastructure de développement des joueurs, elle n'est pas assez développée, malheureusement. Parce que c'est pas assez médiatisé, du coup, ça génère pas assez. Pas assez médiatisé, ça génère pas assez d'argent, pas l'intérêt public, tu vois. Pour former les jeunes, parce qu'il n'y a pas d'argent. Exactement, tu vois. Est-ce que tu dirais que, au-delà de la différence de médiatisation des ligues entre la Suisse principalement et puis les autres ligues étrangères, il y a aussi un aspect technique et physique qui est plus élevé ailleurs? Oui, bien sûr. Dans les ligues étrangères, encore une fois, ça revient vraiment à l'aspect médiatisation, revenus, exposition. Tu vas dans un marché où il y a plus d'argent, où le basket est plus médiatisé, tu auras une plus grande chance de ramener des joueurs d'un plus grand calibre, tu vois. Et aussi, il faut comprendre que la Ligue de basket suisse, c'est une ligue qui est petite. Après, pour être quand même honnête, la Ligue de basket suisse, avant que je parte aux États-Unis, 2 ans avant que je parte aux États-Unis, il y avait quand même pas mal d'argent qui coulait dans la Ligue de basket suisse, malgré que c'était petit. Donc il y a quand même eu des gros joueurs. C'est pour ça que je mets l'accent, les joueurs américains, il y a eu des gros joueurs américains qui sont passés en Suisse et qui ont été payés des grosses sommes à l'époque, parce qu'il y avait des sponsors ou des présidents qui étaient prêts à mettre de leur propre argent pour recruter des gros joueurs pour être compétitifs. Ça, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas en Suisse, tu vois. Et ça pose un problème. Mais les ligues étrangères, tout est fait pour le basket. Tu vas en Espagne, tu vas même juste en France, qui est le pays voisin, la différence entre même la Pro B dans laquelle j'ai joué, qui est une deuxième division, mais qui est considérée comme l'une des meilleures deuxièmes divisions au monde.
la différence est monumentale. Selon toi, ouais. Oui, non, du moins de ce que j'ai vu, c'est monumental en termes d'infrastructure. Toi, tu aurais quoi comme conseil pour que les gens ils surmontent ce passage quand ils passent de la Ligue suisse qui a beaucoup moins d'infrastructures, du coup, le niveau il baisse de facto quand ils vont vers l'extérieur dans des Pro B françaises. Moi, je pense que les gars qui arrivent à faire le jump, de toute façon, ils vont s'adapter. Parce que si tu as cette envie, cette volonté de vouloir monter de niveau, tu sais déjà à quoi t'attendre. Okay. Tu sais que le niveau va monter d'un cran, voire peut-être deux, et tu vas t'adapter. Tu n'as pas d'autre choix que t'adapter, parce que si tu le fais pas, tu vas couler, tu vas te noyer. C'est dans le mental. Ouais, pour moi, c'est dans le mental, tu vois. Après, c'était quelqu'un qui travaille également. Déjà, si une de ces équipes est venue te chercher, c'est qu'elles estiment que tu as le niveau pour évoluer dans cette ligue-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est un peu une sélection naturelle. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de l'équipe suisse. Donc, tu nous as dit que tu avais 32 matchs en carrière avec l'équipe suisse. En 2019, en 2021, en 2022, tu as participé à des compétitions avec l'équipe suisse. L'équipe suisse, elle n'a jamais participé à la FIBA World Cup, donc la Coupe du Monde des baskets, ni au JO. Elle a toujours un peu galéré au niveau de l'Eurocup dans les années précédentes, mais à partir de 2019, on a l'impression qu'il y a un petit changement. Vous avez montré avec l'équipe que vous pouviez faire face à des grandes nations du basket, que vous avez battu justement là où on ne vous attendait pas. Après, voilà, sur le long terme, il y a encore du travail, mais qu'est-ce que tu penses qui manque à l'équipe suisse pour faire le step-up en termes de niveau et être considéré comme une menace justement pour ces grandes nations du basket? Franchement, pas grand-chose. Moi, je le pense sincèrement qu'on n'est pas loin. En termes de talent individuel, on a des talents. Peut-être qu'on ne l'a pas plus que les autres nations, parce qu'évidemment, on a un pic qui est plus petit. Donc, tu vois, directement, tu vas avoir moins de talent. En termes d'équipe, on est des joueurs qui se connaissent depuis des années. Donc, avoir une alchimie, ça aide beaucoup. Tu sais, le talent, c'est pas tout ce qui est suffisant pour gagner. On le voit même dans les grandes compétitions. Maintenant, les États-Unis, ils débarquent. Ils jouent contre des équipes qui sont sur le papier moins talentueuses. Mais parce que l'équipe d'en face est une vraie équipe et ils ont une bonne cohésion d'équipe, ils arrivent à les battre. Ouais. Et moi, je pense que nous, avec la Suisse, on a une bonne cohésion entre nous, entre les joueurs. Le seul truc, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est arriver à trouver vraiment un groupe qui arrive à rester ensemble sur plusieurs saisons, enfin sur plusieurs fenêtres consécutives. Jusqu'à maintenant, je pense entre 2019 et jusqu'à maintenant 2022, je crois pas qu'on a eu le même groupe à chaque fenêtre, tu vois. Et ça peut porter problème. Après, il y a des facteurs qu'on doit prendre en compte, qui sont hors de nos contrôles. Blessures, peut-être raisons personnelles, le Covid, tu vois. Donc il y a eu toutes ces choses qui sont venues un peu entraver aussi la progression, tu vois, de notre équipe nationale. Mais moi, je pense qu'on est sur la bonne pente ascendante. 2019, Clint nous rejoint pour l'été, pour essayer de passer un cap et se mettre en position pour jouer les qualifications à la Coupe d'Europe. Et on passe la fenêtre, tu vois. On passe la fenêtre et chaque match était rempli. Et ça, je pense, c'est quelque chose de bien à retenir, de montrer que nous, la Suisse, on peut être compétitif. Et même sans Clint, on l'a été. On a battu la Serbie. Et les gens pensaient, quand on disait à tout le monde, on joue contre la Serbie, on a la Géorgie, on a la Finlande dans le groupe, les gens nous regardaient et disaient, ah, bon, ils vont se gifler contre la Serbie. Le premier match contre la Serbie, on les bat au buzzer, en faisant un gros match. Après, moi, j'aime pas les victoires morales, mais il faut reconnaître que même certaines des défaites qu'on a vécues, elles ont été sur des tout petits détails. On a été vraiment compétitifs du début à la fin avec certaines équipes qui sont censées nous marcher dessus selon les dires d'autres personnes, quoi. Donc moi, je pense qu'en termes d'équipe, l'équipe nationale suisse peut rivaliser avec des grosses nations. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, on doit essayer de trouver un moyen d'avoir un groupe qui arrive à évoluer sur plusieurs fenêtres ensemble pour pouvoir avoir une cohésion qui passe à un autre niveau et là, vraiment être une équipe dangereuse. Je vois. Et il y a des nouveaux membres, comme tu disais avant, qui ont rejoint l'équipe et c'est peut-être ça qui crée un peu de difficultés à créer un groupe solide et que c'est ça qui manque à la Suisse. Mais qu'est-ce que tu penses des nouvelles recrues Noah Burrell et Anthony Polite qui ont rejoint la Suisse il y a pas longtemps? Moi, j'aime beaucoup. Bon, Noah, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps puisque c'est Genève aussi, c'est un enfant de la ville. Mérite totalement d'être en équipe nationale et je sais pas si je suis censé dire ça, mais je sais que les coachs l'ont adoré.
Et vous allez le revoir sur le maillot de l'équipe nationale. C'est un gars qui a un talent fou. Donc ça ne m'étonnerait même pas que le fait de faire des bonnes performances à un niveau international, comme il l'a fait il y a quelques semaines en arrière, va l'aider aussi lui à faire un pas en avant dans sa carrière, dans les saisons à venir. Et Anthony Polite, lui, je n'étais pas familier avec lui sur un plan personnel. J'ai appris à le connaître durant la fenêtre. Bon gars qui travaille et qui a le privilège de pouvoir jouer pour l'Asvel. Et c'est l'Asvel qui est un des meilleurs clubs d'Europe, pas que de France, mais d'Europe. Et il fait ses classes là-bas. Et lui, c'est un joueur qui a un gros avenir, un gros potentiel aussi. Donc moi, je suis content de ces nouvelles recrues qui ont montré une bonne attitude pendant leur fenêtre et qu'ils ont montré une envie de défendre les couleurs de la Suisse aussi. Donc moi, je pense que l'avenir, il est que radieux. D'ailleurs, en parlant d'avenir, tu penses, c'est quoi ta vision pour l'équipe de Suisse dans le futur? Parce que là, je sais que vous étiez c'était le premier round des qualifications pour l'Eurocup, pré-qualification. Ouais. Et c'est pas fini, il y a le deuxième round qui arrive en février 2023. Ouais. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à l'équipe suisse dans le futur? Moi, je pense qu'on peut encore une fois passer ce round de pré-qualification et se retrouver dans la même situation dans laquelle on était en 2020-2021. Donc être dans une position où on peut jouer la qualification à l'Euro. Encore une fois, ça va dépendre de choses que nous, on ne peut pas contrôler. Est-ce qu'on aura le même groupe à ce moment-là? Est-ce que tout le monde sera en bonne santé? Est-ce qu'il n'y aura pas de problèmes personnels, tu vois, de la vie de tous les jours qui font que tel jour ne pourra pas venir? Parce que ça arrive. Ouais. C'est des choses que parfois le public ne comprend pas. Les gens se plaignent, mais tel et tel jour n'est pas venu. On est des êtres humains aussi, on a nos vies à côté. Donc il y a des choses qui font que malheureusement, parfois, on doive renoncer à une invitation en équipe nationale. Mais moi, je pense qu'on peut passer. On a des coachs qui sont de très gros techniciens. Coach Papatheodorou, c'est quand même quelqu'un de réputé qui a emmené un de ses clubs grecs en finale de Basketball Champions League. Donc lui, il nous a mis une bonne structure. Il essaie de nous trouver une identité en tant que groupe. Mais moi, je pense que ça viendra vraiment au fait d'essayer d'avoir le même groupe sur une plus longue durée. Ça nous aidera à passer ce cap. Ok. Là, Octobre, la clé de l'équipe suisse pour le futur, c'est vraiment une construction d'un groupe solide et qui grandit ensemble. Ouais, construction d'un groupe solide qui grandit ensemble. Mais je pense qu'on peut. En plus, comme tu l'as énuméré, on a des nouvelles têtes qui sont là. On a des jeunes, on a Polite, on a Noah Burrell, on a aussi Tony Rochak qui était là en été, mais lui, comme il joue en NCAA pendant l'année, il ne peut pas venir nous rejoindre dans les fenêtres de l'année vu qu'il a sa saison universitaire. Une fois que sa carrière universitaire est terminée, s'il ne joue pas en NBA, il reviendra et pourra défendre les couleurs de la Suisse parce qu'il est très talentueux. Moi, j'ai pas été drafté. J'ai pas eu non plus, on va pas dire que j'étais proche d'être drafté, mais j'étais dans les conditions qui auraient pu me permettre d'être drafté. Après, le basket, c'est aussi une question de système et de fit. On va pas dire que j'ai eu le meilleur système possible pour moi, pour que je sois dans une condition vraiment d'avoir du succès pour être drafté. Mais j'étais dans une conférence qui aurait pu, si j'avais du succès, me permettre d'être drafté en NBA, c'est sûr. Parce que juste pour les petites explications, quand en fait tu finis ta carrière en NCAA, t'es automatiquement soit tu vas en NBA, soit tu commences une carrière professionnelle dans une ligue en deuxième division américaine, ou alors tu vas en Europe. Ouais, alors si t'es pas considéré comme un top prospect, ce que je n'étais pas, soit tu as une opportunité de jouer la Summer League NBA en tant que joueur non drafté, soit tu te fais repêcher par la NBA G League, qui est donc la deuxième division américaine, ou soit tu commences ta carrière en Europe. Et moi, je savais que j'allais devoir recommencer depuis la petite porte en jouant en Europe, et ça me faisait pas peur. Je vois. Pourquoi tu n'as pas choisi par exemple de faire la Summer League avec joueur la raison pour laquelle je n'ai pas fait la Summer League, c'est parce que j'étais pas un top prospect malheureusement. Et quand tu n'es pas considéré comme un gros prospect, même si tu te fais pas drafter, parce qu'il y a des gars qui sont considérés comme hauts prospects, même sans être draftés, et eux ils ont quand même l'opportunité de se montrer à travers la Summer League. Moi je n'étais pas considéré tel quel, c'est pour ça. Ça marche. Ouais. D'ailleurs, en parlant de NBA, tu as joué avec Clint Capella dans l'équipe suisse, tu me l'as dit, tu as aussi participé au Capella Game. Je sais, parce que tu me l'as dit, que tu es assez proche de Clint Capella, il est de Genève, toi aussi. Clint Capella, c'est l'un des 2 seuls Suisses à avoir été en NBA. Est-ce que qu'est-ce que tu penses de son impact sur le basket suisse, de par le fait qu'il est allé en NBA? Monumental. Alors, moi je t'explique, Thabo Sefolosha,
légende du basket suisse, lui, Thabo, il a brisé cette notion que c'était impossible pour un joueur suisse de jouer à la NBA. Ouais. C'est le premier qui l'a fait. C'est toujours impossible jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui ait l'audacité de le faire. Et Thabo, on le remercie, il a eu l'audacité de le faire. Mais après lui, les gens étaient quand même un peu sceptiques. Ils se sont dit, OK, il y en a un qui l'a fait, mais on ne pense pas que ça va être possible pour un autre. Et là, tu as le frérot qui débarque et qui dit, hey, moi aussi je le fais. Clint se fait drafter. Début, sa première saison qui était un peu houleuse, les premiers mois de sa saison. Et à la fin de l'année, blessure, il est resté prêt. Il y a eu des blessures à sa position, il est resté prêt. Il a joué et là, ça a été l'ascension stratosphérique. Pour moi, son apport au basket suisse, c'est monumental parce que Thabo, lui, il a montré que c'était possible de jouer à la NBA, mais Clint, il a montré que c'était possible d'être une grosse star de NBA. Toi, tu as été aux États-Unis et en fait, tu n'as pas pu être drafté parce que tu n'étais pas considéré comme un top prospect. Et en fait, c'est la condition qu'il faut remplir pour pouvoir être draftable. Ouais. Ta carrière, elle aurait pu être pas grand-chose différente en fait. Et je pense que c'est le cas de plein d'autres joueurs étrangers quand ils arrivent à NBA. Et de par le parcours de Clint, dans ce que tu viens de nous expliquer, il a suffi d'une opportunité qu'il a saisie pour se montrer. Non. Souvent, dans le basket, tu dois rester prêt à tout moment, bien évidemment. Surtout si tu as des ambitions de jouer à un très haut niveau ou d'être un grand joueur. Tu te dois de rester prêt parce que l'opportunité peut venir à n'importe quel moment. Elle ne va pas venir toquer à ta porte et dire, voilà, ça y est, ton opportunité est là. Elle va venir de nulle part. Ça sera quand tu seras dehors sous la pluie. Elle va s'arrêter et dire, ouais, ça y est, voilà, j'ai ton opportunité. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et lui, ça a été ça. Parce qu'il a été drafté en NBA au premier tour. Son équipe voulait le renvoyer en Europe, de faire ce qu'on appelle un draft and stash. Donc on draft un joueur, mais on garde en Europe, on observe ses progrès de loin. Ouais. Lui ne voulait pas. Lui voulait rester aux États-Unis. Ils se sont dit, OK, bon, on le garde ici, mais on le balance en G-League. Son premier coach avait même dit aux médias qu'il ne jouerait jamais pour lui. Juste pour dire, tu vois, à quel point aussi mentalement Clint est fort. Il fait la majorité de sa saison en G-League. Dwight Howard, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, All-Star, défenseur de l'année 3 ou 4 fois, se blesse. Les Rockets rappellent Clint. Et là, il fait le match de sa vie contre Toronto et il dunk sur tout le monde. Et il n'a plus jamais revu la G-League. Et depuis, justement, tout le monde connaît Clint Capela. Donc oui, souvent, il suffit d'une opportunité, le bon moment, le bon match devant les bonnes personnes, être au bon moment, au bon endroit. Mais pour avoir l'opportunité, il faut rester prêt. Donc le plus tu travailles, le plus tu restes prêt, le plus de chances tu mets de ton côté d'avoir cette opportunité. Ouais, c'est intéressant que tu parles de chance parce que justement j'avais lu dans un livre que quelqu'un avait décrit la chance comme étant en fait la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Ouais. Et c'est exactement ça je trouve parce que beaucoup de gens ils vont simplement dire ouais bah Clint Capela il a eu la chance, il était là au bon moment. Bah non en fait il est resté prêt mentalement et physiquement et l'opportunité s'est présentée quand on l'a rappelé et il a répondu présent. Exactement, c'est ça. Non mais tu sais beaucoup de gens essaient de se trouver des excuses en fait pour se voiler la face, pour voiler leurs propres échecs. C'est facile de dire, ouais, mais lui, il a eu de la chance. Non, parce que le fait qu'une personne ait énormément de succès, ça te met face à toi-même, mais t'es en train de te dire, ok, mais qu'est-ce que moi je fais de faux? Certaines personnes, soit vont prendre de l'inspiration. Moi, je suis inspiré quand je vois Clint qui réussit en NBA. Je suis inspiré par d'autres sportifs que j'admire. Hein, genre un Conor McGregor, c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup parce que lui, c'était un gars qui était à l'Hospice Général en Irlande et qui travaillait comme plombier et qui a dit j'en ai marre de ça, moi voilà ce que je vais faire. Et il a travaillé pour devenir le champion qu'on connaît maintenant. Tu vois, donc moi je suis inspiré par les personnes justement qui travaillent pour leurs opportunités, qui restent prêts jusqu'à ce qu'elles arrivent. Et je pense que tout le monde peut prendre ça. Donc soit tu seras inspiré, ou soit tu vas juste te plonger dans ta misère et dire que les autres ils ont de la chance parce que tu ne veux pas faire face au fait que toi tu ne travailles pas. Je suis entièrement d'accord. Michel, j'aimerais te poser une dernière question avant de conclure cette interview. J'aimerais parler d'un aspect qui est assez important quand on parle du basketball international, c'est le choix de son agent. Ouf. Ça, c'est une question fondamentale qu'on oublie parce que j'ai l'impression que les joueurs ils pensent « ouais, moi je vais juste m'entraîner dur et puis ça va le faire ». Alors qu'en fait, c'est pas les joueurs qui choisissent les équipes et qui font les démarches eux-mêmes. Ils peuvent passer par un agent, mais c'est eux qui le choisissent. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Alors écoute, c'est un processus qui est assez bizarre, c'est un process, tu vois. Je peux faire un jeu de mots qui est assez bizarre. Parce que certains, certains, tu vois, ceux qui seront des gros prospects, qui se mettront en position des gros prospects, auront plus d'opportunités
de choisir des agents qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient placer des joueurs dans de gros clubs, soit en Europe, ou soit dans des hautes positions à la draft NBA. Donc là, évidemment, si tu as ce choix d'agent renommé, le choix est un peu plus facile. Quand tu es quelqu'un comme moi, tu vois, qui va devoir justement passer par la petite porte et prendre les escaliers, tu vois, au lieu de l'ascenseur pour monter, le choix est un peu plus compliqué, tu vois. Tu dois avoir un peu, tu dois avoir de la foi. Tu dois avoir de la foi. Par moment, le choix va s'avérer être le mauvais choix. Et tu vas devoir apprendre avec, tu vois. Est-ce que tu peux dire que toi, ça a été le cas? Ah oui, moi là, j'en suis à mon 4e agent. Tu vois, et si tu parles à beaucoup de basketteurs, eux-mêmes te diront aussi que c'est pas anodin. Je pense qu'il y a beaucoup de basketteurs qui ont fait 2, 3, 4 agents, tu vois. Celui que j'ai maintenant, j'espère que ce sera le dernier, parce qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, il m'a beaucoup aidé. Ouais, non, jusqu'à maintenant, il m'a beaucoup aidé. Donc, je pense que tu as un bon exemple parce que juste après 2017, donc quand tu es revenu jouer en Europe, dans la même année, tu as fait 3 clubs. Ouais. Et forcément, c'est pas. Je pense que ton agent a quelque chose à voir là-dedans, quoi. Écoute, ouais, parce que bon, par moment, ça peut être aussi un cas d'un joueur qui a un caractère un peu compliqué et les équipes ne veulent pas faire avec. Moi, dans mon cas, c'était juste que j'étais mal conseillé. Tu vois, j'ai été naïf, j'ai été, comme je pense beaucoup de joueurs au début de leur carrière, je pensais que, ok, je dois écouter tout ce que l'agent me dit et tout ce qu'il dit, c'est véridique. Alors que ce que beaucoup de joueurs ne comprennent pas, c'est que l'agent travaille pour toi et pas l'inverse. Bien sûr, si tu es un joueur qui commence et qui n'a pas encore un résumé qui le permet de pouvoir demander certaines choses, tu vois, certaines recommandations, enfin être poussé dans certains championnats, tu dois écouter ce que l'agent te dit ta première année et prendre ce qui vient à toi, s'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Une fois que tu as fait 2, 3, peut-être 4 saisons et que tu as prouvé quand même à un certain niveau que tu pouvais te permettre d'être poussé dans certaines ligues, là, maintenant, tu dis à ton agent, voilà, moi, ce que je veux. Et si cet agent-là te montre clairement qu'il ne peut pas t'apporter ça, parce que certains vont le faire en disant, ouais, tes chiffres, c'est pas encore ça, tes statistiques cette année, c'était pas ça. C'est ce qui s'est passé avec mon dernier agent avant que j'ai celui que j'ai maintenant. Il me disait, ouais, mais tes stats, elles sont pas si top que ça. Je l'ai viré, j'ai engagé l'agent que j'ai maintenant, et j'avais une liste, mais de contrats qui sont venus s'offrir à moi, de ligue, tu vois, que le dernier agent me disait non, c'est pas possible que tu aies joué dans ces championnats-là. Donc le choix de l'agent, il est primordial, tu vois. Le choix de l'agent, il est primordial. Il faut bien réfléchir, bien faire ses recherches. S'il y a l'opportunité, parler à d'autres joueurs qui peut-être connaissent cet agent pour avoir une recommandation. Et après, encore une fois, comme je l'ai dit, faudra faire foi en son choix. Mais éventuellement, tu dois faire un choix. Tu dois passer par l'agent pour que lui, il aille te négocier tes contrats. Donc c'est vraiment un travail de réflexion, de déterminer, ok, moi je connais ma valeur, c'est quoi? Et ensuite, après, tu vas faire des recherches sur les bons agents. Michel, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions, d'avoir discuté avec nous. Ça nous a fait vraiment plaisir et je pense que c'est une interview extrêmement intéressante pour tous ceux qui la regarderont. L'épisode est terminé. Je vous invite à laisser un commentaire ou un pouce bleu, à activer la cloche des notifications sur YouTube si vous avez aimé cet épisode. En attendant, je vous retrouve pour le prochain épisode et je vous dis, trust the process.